Bonjour et bienvenue à Mediapart. Nous vous proposons aujourd'hui un débat consacré au quartier populaire et à la politique de la ville avec deux invités. Mohamed Meshmash, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Assez le Feu et président de la coordination nationale Passe en nous. Et monsieur Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, en charge plus précisément de la ville et du logement. Pour vous interroger aujourd'hui, je serai accompagnée d'Ilyes Hamdani du Bondi Blog. Bonjour Ilyes. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On voulait vous parler d'un film qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle Les Misérables, qui a été réalisé par Lajli et qui décrit la mécanique des violences policières dans le quartier de Montfermeil. Dans les banlieues, c'est un sujet qui est ancien, qui jusqu'ici ne souciait pas grand monde. Or, les choses ont commencé à changer au cours de l'année dernière parce que le sujet des violences policières a gagné les centres-villes, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, Lajli dit à ce sujet, on s'est rendu compte qu'on a une police qui est violente. Il y a eu des blessés de guerre. Je voulais vous interroger, vous, monsieur de Normandie, sur le sujet, parce qu'Emmanuel Macron, qui employait cette expression pendant sa campagne présidentielle de violence policière, dit qu'aujourd'hui, il est inacceptable dans un état de droit de l'employer, de parler de violence policière. C'est pourtant une réalité. Et on le voit dans le film Les Misérables, que vivent beaucoup d'habitants des quartiers populaires. Est-ce que la nier, c'est pas une façon d'invisibiliser une nouvelle fois ces habitants des quartiers populaires qui en sont victimes depuis des années et assez quotidiennement? Il y a plein de choses dans votre question. D'abord, il y a un principe fondamental dans notre République, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, personne. Et donc, c'est la beauté de notre pays d'être un État de droit, et lorsque quelqu'un fait un comportement qui ne respecte pas les règles de la République, quel qu'il soit, élu, citoyen, fonctionnaire, quel qu'il soit, à ce moment-là, il y a une justice, et quiconque peut saisir la justice contre ça. Après, il y a un deuxième élément qui, à mes yeux, est essentiel, c'est que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui stigmatisent la police. Il y en a beaucoup qui s'attaquent à la police. Il y en a même qui vont, dans le champ politique, à les traiter de barbares. Quand vous avez un ancien candidat à la présidence de la République qui qualifie de barbares les policiers, on va trop loin dans ce que constituent les forces de police. Pas pour un tel ou un tel, mais pour une République, pour un dernier rempart vis-à-vis parfois d'événements ou de moments qui peuvent mettre à mal la société dans laquelle on vit. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur ces questions-là. Personne n'est au-dessus de la loi, personne, mais attention aux propos qu'on utilise, aux mots qu'on met en avant. À mes yeux, il est insensé et même insupportable de qualifier les policiers de barbares quand vous êtes un ancien candidat à la présidence. Là, je vous parlais de l'expression violence policière, oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui est inacceptable dans un état de droit? Est-ce que c'est ce que décrit monsieur Lajli dans le film Les Misérables, ou est-ce que c'est d'employer l'expression violence policière? Mais pour moi, il ne faut jamais se cacher derrière des mots ici ou là. Je ne peux pas être plus clair, personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez un élu ou un policier, personne. Et donc, quand vous avez, par exemple, les événements qui sont produits dans le cadre des samedis des Gilets jaunes, aujourd'hui, à chaque fois, vous avez eu des enquêtes qui ont été faites. Vous avez même eu au moins un procès qui a commencé dernièrement et qui a été médiatisé. Et c'est très bien ainsi, parce qu'on est dans un État républicain, on est dans une république. Et que je crois que c'est d'ailleurs aussi conforter l'ensemble des forces de police que de savoir que derrière, quiconque peut saisir la justice. Mais et ça, c'est un autre élément qui, moi, à mes yeux, c'est normal, c'est une œuvre cinématographique, Les Misérables. Moi, je n'ai pas perçu Les Misérables comme une œuvre qui pointait du doigt les forces de police. Et d'ailleurs, je l'ai vu avec le réalisateur, on en a beaucoup parlé. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je l'ai vécu vraiment comme un film qui met en avant à la fois l'immense malaise qui perdure dans nos quartiers, et le malaise notamment des jeunes. Mohamed Meshmash en parlera très bien, cette 4e génération qui vit dans les quartiers. Et en même temps, l'immense mal-être des forces de police. Ces policiers qui sont présentés dans le film aussi dans leurs moments privés, avec leurs enfants. Et je crois que c'est ça la difficulté du moment. C'est comment un responsable politique comme moi, un gouvernement, à la fois on apporte des solutions encore plus rapidement pour lutter contre ce malaise des jeunes dans nos quartiers, leur redonner de l'espérance, lutter contre ce taux de chômage qui parfois est au-delà de 50%, c'est inacceptable. Et en même temps, d'accompagner, parce que la première des libertés, c'est la sécurité.
c'est la sécurité. On va en parler justement des solutions. Une question sur la politique de la ville, de façon plus large. Il y a eu, si on reprend un peu l'histoire du quinquennat, donc ce rapport commandé à Jean-Louis Borloo, rendu, et puis ce discours en mai 2018 qui a été retenu de façon générale. Philippe Riot, le maire de Grigny, il y a encore quelques jours, parlait d'enterrement de ce plan Borloo, avec Emmanuel Macron qui dit que finalement deux mâles blancs qui se rendent un rapport, ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là finalement? Est-ce qu'avec le recul, vous direz que c'est une erreur? Si ça a été mal compris, en tout cas si ça a été perçu comme un enterrement du plan Borloo, est-ce que vous regrettez peut-être cet épisode? Et en fait, moi je ne sais même pas si je vais vous répondre à cette question, parce que j'en peux plus, parce que les seuls qui continuent à me poser la question sur le rapport Borloo, c'est les journalistes. Je peux vous dire que dans les quartiers, et j'y vais plus que régulièrement, Mohamed Meshmach pourra en témoigner, il n'y a pas une personne qui me parle du rapport Borloo. Et en l'occurrence, les quartiers, j'y vis et j'y travaille, donc je sais exactement de quoi il s'agit. Vous avez déjà vu une personne interpeller, notamment ma personne ou d'autres de mes équipes, en disant « mais vous avez enterré le rapport Borloo ». Non, par contre, le fait que les solutions ne soient pas encore arrivées, ça on l'entend régulièrement. Je vous mets au défi. Vous prenez le rapport Borloo. On va en parler. Mais il s'avère que le rapport Borloo, Jean-Louis Borloo, il a travaillé dans le bureau à côté du mien. On était dans le même bâtiment, on s'est vu, mais des dizaines d'heures. On a travaillé ensemble. Le rapport Borloo, je l'ai dit 100 fois, j'en ai fait mien. 1 mois et demi après le rapport Borloo, je présente la feuille de route du gouvernement. 1 mois et demi. Et on reprend qui des cités éducatives, qui est un élément fabuleux. On va en parler, on va dérouler les sujets. Moi, la question était plutôt politique sur la façon dont ça a été perçu, ce discours-là du président de la République. Si tout le monde, y compris des élus, il n'y a pas que les journalistes, y compris des élus, ont perçu que c'était une forme de mépris ou une façon de balayer d'un revers de main ce rapport, est-ce que vous dites que finalement, il y a peut-être une erreur dans la façon dont ça a été communiqué? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une incompréhension. Ça, c'est sûr. Et donc, à toute incompréhension, a des effets négatifs, évidemment. Parce que quand vous avez des élus qui sont parfois sentis blessés ou incompris, mon boulot après, c'est à la fois de mettre en œuvre les mesures qu'on a établies avec Jean-Louis Borloo et en même temps d'expliquer le sens de cette phrase qui a tant fait parler d'elle. C'est quoi le sens de cette phrase? Et c'est dire, est-ce que demain, la politique de la ville, il ne faut pas beaucoup plus, mais beaucoup plus, la fonder et l'animer avec les acteurs sur le terrain que sont les associations et les maires? C'est ça le sens de cette phrase. Aujourd'hui, ce beau projet des cités éducatives, c'est quoi les cités éducatives? C'est de dire que l'association qui assure le dernier kilomètre, elle a peut-être un rôle dans l'éducation du jeune qui est tout aussi important qu'une personne qui travaille dans le collège. Ce n'est pas évident quand vous êtes un gouvernement d'assumer cela. C'est ça qu'on met en œuvre et c'était ça le sens de la phrase. On va en reparler dans le détail de ce que vous avez mis en œuvre. Juste pour rester dans cette époque, alors peut-être qui a été mal comprise, mais enfin de fait, qui vous a mis quelques bâtons dans les roues depuis 1 an sur la politique de la ville, parce qu'effectivement cet épisode est resté marquant. Il y en a eu un autre, c'est la création du Conseil présidentiel des villes, dont vous faisiez partie, monsieur Meshmach, qui réunissait 25 personnalités avec pour objectif de trouver des solutions pour les banlieues. Un conseil que le maire de Grigny, Philippe Riot, avait lui-même qualifié de mort-né. Vous l'avez quitté assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, mais est-ce que vous me permettez que je puisse revenir quand même sur les questions que vous avez posées au ministre, qui m'intéressent sur la question des violences policières? Oui, avec plaisir. La question des violences policières, elle existe depuis très longtemps, je veux dire. Encore une fois, c'est pas de faire des amalgames en disant que toute notre police est violente. C'est bien de se dire qu'il y a aussi aujourd'hui, dans ce corps qui est notre police, des personnes qui se conduisent très mal. Voilà, ça, il ne faut pas le nier. Et puis, effectivement, il faut qu'il y ait des sanctions. Si on a envie qu'à partir de là, la justice soit perçue pour tout le monde de la même manière, il faut que derrière, effectivement, ceux qui commettent ces actes violents soient aussi punis et que ça aille jusqu'au bout. Sinon, c'est le 2 poids 2 mesures. Et je vous rappelle qu'en 2005, la plupart des jeunes qui se faisaient arrêter étaient mandatés en mandat de dépôt et en comparution immédiate. Et là, il n'y avait pas de circonstances atténuantes ou ainsi de suite. Donc, il ne faudrait surtout pas qu'aujourd'hui, on ait le sentiment, encore une fois, qu'on n'ait pas la même justice. Et je sais que, comme vous dites, monsieur le ministre, personne n'est au-dessus des lois. Il faut juste qu'à un moment ou à un autre, ceux qui aujourd'hui ont le sentiment que finalement la justice, elle ne fonctionne pas comme il faudrait, puissent avoir aussi des fois, et qu'on s'est justifié, quelques victoires. Parce que ça permettrait, encore une fois, de reprendre confiance en cette justice. Parce que la justice, là, est mise à mal, mais ceux qui la vivent sont aussi mis à mal. Et ceux-là n'ont pas le sentiment aujourd'hui que leur parole existe. Et ça devient compliqué. Et ça crée des relations entre police et population de plus en plus difficiles encore.
Ça les entretient. Donc il faut quand même, à partir de là, que derrière, il y ait aussi des réponses. Même s'il y a des enquêtes qui sont faites ou ainsi de suite, malheureusement, si on reprend le cas de Ziad Bouna, ça a mis 10 ans. 10 ans après, il a fallu que la famille et tous ceux qui les soutiennent ont dû batailler grave pour qu'on puisse arriver à un jugement. Si on aurait attendu, il y avait déjà, l'affaire était classée. Donc, je veux dire, c'est des combats longs et ainsi de suite. Concernant les gilets jaunes ou ainsi de suite, j'ai juste envie de rappeler qu'en 2005, quand ces violences, on les vivait, on avait aussi ceux qui aujourd'hui descendent dans la rue et commencent à comprendre ce que c'est que des violences policières, le comprennent un peu mieux. Mais il y a 15 ans en arrière, on avait aussi les mêmes personnes qui, clairement, certains disaient qu'il faut leur envoyer l'armée à ces voyous dans ces quartiers, quoi. Mais justement, quand vous entendez le président dire que c'est inacceptable dans un état de droit de parler de violence policière, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous... Non, moi je me dis qu'il ne faut pas qu'on soit dans un déni non plus. Il faut qu'à un moment donné, tu qualifies les choses quand on doit les qualifier. Pas faire d'amalgame pour dire que toute notre police, elle se comporte comme ça, c'est pas vrai. Il y a encore une fois des brebis galeuses, mais derrière ça, il faut qu'il y ait aussi des actes. Voilà. Tout ce qu'on a pu voir en termes d'image ou ainsi de suite, si c'est pas violent, ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Mais il y a aussi une autre forme de violence aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du film de l'âge. La 4e génération dont vous parlez, monsieur le ministre, c'est celle-là aussi qui arrive aujourd'hui. Celle-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a connu? Quand elle regarde ses aînés n'ont pas été reconnus. Ceux qui clairement se sont engagés, ceux qui ont fait des longues études, qui pensaient effectivement que l'école de la République allait leur donner cette possibilité d'émancipation et de réussite, il s'avère que c'est pas vrai. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un plafond de verre. Et la plupart de ces jeunes, des fois c'est leur père, des fois c'est leur grand frère ou leur grande sœur, qui ont réussi à croire à cette école de la République sont en échec. Ces 4e générations, elles estiment que finalement, on a du mal à les reconnaître. On a du mal à reconnaître leurs parents, parce sous prétexte qu'elles porteraient leur maman un voile, elles ne seraient pas compatibles avec les lois de la République. Tout ça, cette forme de violence, elle est ressentie par ces jeunes-là. C'est-à-dire que cette 4e génération est en train de grandir avec un désespoir et pas un espoir. Donc comment on fait en sorte pour que le mécanisme puisse redonner espoir? Il va falloir qu'aujourd'hui, on puisse retravailler avec les générations qui sont au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde bien, il n'y a pas grand monde qui est au corps préfectoral qui sont issus de cette immigration. Il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui, en termes de médias, soit assez visible. En termes de chefs d'entreprise, je veux dire, il n'y a pas non plus de sous-métiers. Même si des gens décident d'avoir des métiers manuels, il faut aussi valoriser. Pour l'instant, je suis désolé, on montre ces territoires-là comme un échec constamment. Et je le dis souvent, on n'est pas un problème, on est une partie de la solution. Il faudrait juste que les gens soient convaincus de ça et qu'on nous fasse un peu plus confiance, quoi. Est-ce que je peux rebondir juste là-dessus? Parce que ce que dit Mohamed Meshmash, il est essentiel. C'est la politique qu'on mène, en fait, elle repose de manière très simple sur 2 principaux axes. Il y a une politique dite de reconquête républicaine. Sur les questions de la sécurité, sur la question de la lutte contre les trafics, sur les questions de la lutte contre le communautarisme. En n'oubliant jamais que ceux qui pâtissent de cette insécurité, c'est d'abord les gens qui vivent dans les quartiers. Moi, ça me fait bien rigoler quand je vois de belles âmes qui s'offusquent des situations d'insécurité dans les quartiers, mais enfin qui ne vont jamais dans ces quartiers. Et donc, il faut être très ferme là-dessus et accompagner, parce que la première des libertés, encore une fois, c'est la sécurité. Et puis après, il y a un deuxième élément, et moi, je me bats tous les jours là-dessus, et je rejoins à 100% ce que vient de dire Mohamed Meshmash. C'est que pendant des années, on a parlé des quartiers que sur la question de la reconquête, uniquement. Moi, je porte une politique de réussite républicaine, de dire que dans ces quartiers, il vit 1 jeune sur 6 de notre société, que dans ces quartiers, prenons la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui crée le plus d'entreprises dans notre territoire, le plus d'entreprises, que dans ces quartiers, il y a des réussites formidables, il y a une énergie qui parfois est incroyable, il y a des forces qui sont là et qui peuvent être utilisées pour demain dans des secteurs de pointe que sont le numérique ou que sont certains secteurs d'activité, en faire des terres d'avenir. Moi, j'y crois profondément. Mais il faut en parler, il faut le dire et il faut mettre aussi en avant ces réussites républicaines. Alors justement, sur cet équilibre-là, parce que je pense que c'est lié à la question que je vous posais sur le Conseil présidentiel, pourquoi vous l'avez quitté? Tout simplement parce que je pensais que cette instance allait permettre de servir de levier. C'est-à-dire qu'à partir de là, on est en capacité avec des personnes qui viennent de différents milieux, qui ont des compétences, qui ont une expertise d'usage. Et c'est de mettre au service ces compétences et cette expertise d'usage. C'est pour moi la possibilité d'avoir des leviers qui soient reconnus. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de travailler comme on travaille avec différents ministères sur des sujets. Voilà. Comme des fois on n'est pas d'accord aussi, on le dit aussi, sur différents sujets. Ce qui m'était important dans cette instance-là, c'est d'avoir des leviers, de pouvoir être force de proposition, de mettre en place, d'être le thermomètre, de sentir la température qu'il y a sur les quartiers et de se dire, bon, il faut qu'on impulse des choses. Il faut redonner, ce que je disais tout à l'heure, la possibilité à ce que
en partant des problèmes avec des gens qui les vivent, comment on trouve les solutions. Et ça, c'était possible. Malheureusement, j'ai trouvé que du coup, on était un petit peu enfermé sur des choses où déjà le président n'a pas eu l'engagement qu'il aurait dû avoir suite à ce qu'il nous avait proposé. C'est qu'on puisse le voir une fois tous les trimestres. Malheureusement, on ne l'a pas revu depuis 1 an et demi. Donc voilà, il y a des gens on a bossé sur des propositions. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous y étiez présent et vous avez même d'ailleurs été assez présent. Ça, on va le reconnaître dans les travaux. Derrière, c'est une fois qu'on a fini ces travaux, quelle impulsion on y met, quoi. Comment le levier pour mettre en œuvre ces propositions soit vu sur le terrain, quoi. Ça C'est veut de dire quoi? Il y avait légitimer aussi. pas de suivi, c'est ça? Il y avait un suivi parce qu'il y avait une conseillère du président qui est Anne-Claire Mialot qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a fait effectivement tout ce qu'elle a pu, ou ainsi de suite. C'est simplement des retours où malheureusement on n'avait pas spécialement constamment les réponses, ou ainsi de suite. Ensuite, il y a aussi ce qui m'a aussi beaucoup froissé et mis en colère, c'est toute cette polémique qui s'est faite aussi autour de l'islamophobie ou ainsi de suite, autour où certains ministres prennent des positions, je suis désolé, il y en a qui oublient qu'ils sont ministres, leur point de vue personnel, ils se le gardent, ils n'ont pas à le mettre en avant. Je vous remercie d'ailleurs, monsieur le ministre, parce que vous avez qualifié les mots d'islamophobie, au moment où on les a nommés, vous avez été un des premiers à ne pas avoir peur de le dire et de l'avoir tweeté. Ça, c'est aussi important quand les gens le font. D'autres ont peur d'employer ce mot, islamophobe ou ainsi de suite. Encore une fois, on parle des actes islamophobes. Ça, c'est important. Moi, depuis un moment, ça fait très longtemps que je me prends la tête là-dessus. C'est pas d'aujourd'hui. Le problème de ces violences et de cette 4e génération, avant vous, je le disais déjà du gouvernement de M. Hollande. C'est-à-dire qu'à force de ne pas être entendu, on est aujourd'hui clairement dans les conséquences et les causes. Voilà. Donc, ce conseil présidentiel, ouais, j'avais un peu de mal de me dire je me retrouve dans un salon. Et puis, je suis aussi militant de ces quartiers et je suis pas à l'aise, quoi. Soit je suis dans ces quartiers-là pour effectivement essayer d'apporter ou d'être un porte-voix. En aucun cas, je suis leur porte-parole, moi je suis juste un porte-voix pour essayer de trouver les solutions. Et je ne peux pas être assis dans un moment où d'autres se permettent de mal parler de ces populations. Je ne suis pas à l'aise là-dessus. Donc voilà, c'est aussi une des raisons. Justement, on voulait vous interroger là-dessus. C'est vrai que collectivement, on a tous vécu une rentrée politique et médiatique assez violente, étonnante, confuse, clairement, où tous les sujets que Emmanuel Macron lui-même, pendant sa campagne, ne voulait pas mélanger, ont été bel et bien mélangés. Laïcité, islam, immigration, tout ça faisant un gros package sur à peu près tous les plateaux de télévision. Et Emmanuel Macron lui-même a dit devant ses troupes parlementaires pour lancer le sujet de l'immigration, il a parlé d'un prétendu aveuglement bourgeois face aux classes populaires qui, elles, vivaient assez difficilement ce sujet, oubliant de préciser au passage que les classes populaires sont souvent issues de l'immigration. En fait, on se demandait un peu ce que c'était le but de tout cela. C'est-à-dire que les quartiers populaires réclament de la justice sociale et on leur répond voile et immigration. C'est quoi le sujet ? Non, c'est pas du tout ça qu'on répond. Je veux dire, depuis 2 ans et demi, tout ce qu'on a fait n'a pas toujours été bien fait. Je ne suis pas du tout là avec un esprit d'angélisme ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément travaillé. Vous prenez par exemple ce qu'on a fait dans l'éducation à Clichy-sous-Bois, que Mohamed Mechmach connaît très bien. Moi, j'ai fait la dernière rentrée scolaire dans l'école de Clichy. D'ailleurs, là où a été tourné une partie du film de Lajli. Je peux vous dire que les profs et les gamins de cette école à Clichy, ils vous disent que ce qu'on a fait dans l'éducation, c'est très bien. On a lancé à Clichy, et vous y étiez, les cités éducatives. Je peux vous dire que là-bas, tout le monde nous dit aussi ça va très bien. On va y revenir sur ces problématiques-là, mais vraiment sur ce climat-là, sur ce discours politique, est-ce que vous comprenez que ça puisse être perçu comme une forme de violence ? Donc, sur les actions qu'on mène, je ne peux pas vous laisser dire que rien n'est fait. C'est pas du tout... Depuis 3 mois, on a parlé de tout. Voilà. Mais par contre, il y a un deuxième sujet par rapport à ça, et je rejoins le sens de votre question, c'est un amalgame mortifère qui est fait entre tous les sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne différencie quand vous parlez d'immigration, quand vous parlez de lutte contre le communautarisme, quand vous parlez de lutte contre la radicalisation, ou quand vous parlez de combat pour la laïcité et du droit donné à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais cet amalgame mortifère, si on écoute Mohamed Mechmach, si on écoute les habitants des quartiers populaires, il émane aussi de votre gouvernement, il émane aussi de certains de vos collègues. Alors, est-ce que vous, parfois, vous avez pu être gêné, vous avez pu ressentir au sein même de ce gouvernement cette forme d'amalgame mortifère dont vous parlez ? Non, de gêne, non, en ce sens où la question que pose Mohamed Mechmach, ce sont les propos qui ont été tenus sur le voile.
moi je l'ai toujours dit, le sujet du moment n'est en rien la question du voile, en rien. Le sujet du moment, c'est de faire en sorte que, d'un côté, on est un pays dont l'un de nos plus beaux fondamentaux, c'est la laïcité. La possibilité de donner à chacun de croire ou de ne pas croire, et de croire pleinement ou de ne pas croire pleinement. Parce que ça ne veut rien dire de dire à quelqu'un « croyez, mais croyez à moitié ». Et quand on dit par exemple que le voile n'est pas souhaitable, ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vous êtes en désaccord personnellement avec ce type de propos ? Moi, j'ai des propos qui sont très clairs. Pour moi, aujourd'hui, le sujet n'est pas le voile. Je ne peux pas vous le dire plus clairement. Pour moi, le sujet, il est de faire en sorte que chacun respecte les règles de la République. Et les règles de la République, c'est de croire ou de ne pas croire et de respecter un certain nombre de règles, y compris vestimentaires, dans les endroits où on vous demande de le respecter. Voilà. Maintenant, au sein du gouvernement, cette position consistant à dire qu'il ne faut pas modifier les lois, parce que c'est ça la question in fine, il ne faut pas modifier les lois, y compris sur les sorties scolaires, elle est partagée par tous. Par tous. Donc je vais être très clair là-dessus. Et après, il y a un dernier point qui, en revanche, a animé le débat collégial, politique, public, journalistique parfois, qui est ces amalgames qui ont été faits entre communautarisme, radicalisation et laïcité. Et ça, c'est très dangereux. Et immigration. Et ça, c'est très très dangereux, parce que ce sont des sujets qui n'ont juste rien à voir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces risques d'amalgame qu'il ne faut pas en parler, parce que pour le coup, ne jamais en parler serait très dangereux là aussi. Donc il faut en parler de manière très apaisée, de manière très claire, en dissociant ces sujets qui, encore une fois, n'ont rien à voir, et il est très dangereux de les amalguer. Justement, on va faire l'amalgame parler. Non, je voulais juste, encore une fois, revenir là-dessus quand même. Il y a les chaînes d'infos aussi qui entretiennent ces amalgames et on mélange tout. La laïcité, effectivement, il faut qu'on reste sur la loi, et elle existe, et ainsi de suite. Mais j'ai le sentiment que le mot laïcité a été beaucoup utilisé, en tout cas pour pointer une religion et pas d'autres. Et c'est ça qui est aujourd'hui, malheureusement, mis à mal. Si cette laïcité, elle doit servir juste, effectivement, de levier pour plutôt pointer une communauté qu'une autre, ça risquerait de poser des problèmes, encore une fois, par la suite. Et c'est malheureusement les dérives qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est aussi une forme de violence. C'est aussi dans ces quartiers où, encore une fois, on parle de communautarisme. Mais encore une fois, ceux qui vivent dans ces quartiers, ils n'ont pas choisi de tous arriver là au même moment, de choisir d'être logés tous dans ces mêmes immeubles. Il y a bien des gens qui ont choisi pour eux. Il y a bien des gens qui ont mené des politiques. Je ne parle pas de là actuellement, mais c'est des politiques qui datent depuis très longtemps. Je veux dire, ensuite, c'est les mêmes qui aujourd'hui nous parlent de communautarisme. Mais on aurait aimé, nous, aller vivre effectivement du côté du 17e, du 16e, ainsi de suite. Est-ce qu'on veut de nous? Pas spécialement. Le communautarisme, il existe aussi là-bas, quoi. Il existe aussi dans l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va nous faire croire qu'aujourd'hui, l'immigration, la première génération, deuxième, troisième génération, n'est pas en capacité, elle aussi, d'être aujourd'hui dans ces hémicycles. Malheureusement, elle ne ressemble pas aujourd'hui à cette France qui est là. Et le communautarisme... Ça s'est amélioré. Oui, je suis d'accord, ça s'est amélioré, mais ce que je veux dire, c'est que de quel communautarisme on parle, quoi, encore une fois. Il ne faudrait surtout pas que ceux qui, clairement, ont mené des politiques, justement pour favoriser ça, viennent aujourd'hui nous expliquer que ces personnes-là vivent contre eux. Je vous le dis encore une fois, hein, on aimerait vivre différemment et mieux que ça, quoi. Sur ce point du communautarisme, puisqu'on en a beaucoup débattu avec plusieurs habitants récemment, et je crois que quand on parle de communautarisme, la première des questions qui doit être à chaque fois posée, c'est de quoi parle-t-on quand on parle du communautarisme ? D'ailleurs, la dernière réunion du Conseil présidentiel des villes, auquel j'ai participé, portait là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la question du... Comment devons-nous définir le communautarisme ? Le communautarisme, ça n'est pas la question du voile. Le communautarisme, c'est une question très précise, c'est lutter contre tout comportement ou toute forme de comportement qui viserait à mettre d'autres lois au-dessus, qu'elles soient religieuses ou autres d'ailleurs, au-dessus des lois de la République. C'est ça le communautarisme. Parce qu'il n'y a qu'une seule communauté dans notre pays, c'est la communauté de la République, une seule. Et donc il faut être hyper précis parce que là aussi, on le sent très bien, beaucoup vont se sentir stigmatisés dans le fait même de parler de lutte contre le communautarisme, alors que ce n'est pas le sujet. Le sujet, le communautarisme, c'est uniquement combattre celles et ceux qui font sécession à la République parce qu'ils considèrent que d'autres lois que celles de la République doivent s'appliquer en priorité. Il faut être hyper clair dessus.
pour éviter justement ce que Tout pointe du dépend doigt effectivement Mohamed de la façon dont Pour on en lutter parle. contre le communautarisme, il faut remettre des services publics, il faut remettre Exactement, des écoles, il faut exactement. remettre... Exactement. Ilyes, C'est on de tout revient ça sur dont on va Redonner parler. le sentiment d'appartenir tous à la même République. On va parler des sujets qui préoccupent au premier plan les habitants des quartiers populaires, parmi lesquels le logement et la rénovation urbaine. On a dans un certain nombre de quartiers, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, des plans de rénovation urbaine avec une logique globalement de démolition du vieil habitat, de reconstruction. Et selon le règlement de l'ANRU, par exemple, quand on démolit dans un quartier avec un fort taux de logements sociaux, avec un fort taux de pauvreté, on n'a pas le droit de reconstruire du logement très social. On travaille par exemple, nous, en ce moment, sur la question du franc-moisin à Saint-Denis, avec 100% de logements sociaux, où on détruit quasiment 500 logements. Et on va reconstruire des logements, mais on n'a pas le droit de reconstruire des logements accessibles à ces populations-là. On doit reconstruire des logements plus chers. Et ce qui se passe, en fait, au franc-moisin et ailleurs, c'est que les populations n'auront plus les moyens de se loger dans ce quartier-là, et dans les faits vont être repoussés plus loin de Paris, plus loin des centres, plus loin de leur travail, plus loin des transports. Est-ce que la rénovation urbaine, c'est pas finalement un mécanisme d'éloignement des populations les plus pauvres de Paris, de la proche banlieue, et finalement une logique de gentrification des quartiers populaires? Alors, vraiment, je ne crois pas, mais la question que vous posez, elle est incroyablement importante. Vraiment, je ne crois pas parce que, y compris... en fait, moi, quand je suis arrivé au gouvernement en mai 2017, et c'est d'ailleurs un constat qu'on faisait avec Jean-Louis Borloo dans le cadre des rapports qu'on évoquait tout à l'heure, la rénovation urbaine, elle était à l'arrêt. Les grues n'étaient plus dans nos quartiers. On a passé un an à beaucoup travailler pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas aussi vite que ça devrait marcher. Et en mai 2018, on a pris toute une série de mesures. Je vous passe, elles sont très techniques, mais enfin, depuis mai 2018, on a lancé la rénovation de 80 000 logements et la construction de près de 50 000 nouveaux logements dans ces quartiers. C'est-à-dire beaucoup plus que des démolitions qui sont faites. La question que vous posez, et donc ça veut dire que les grues, ça y reviennent et que c'est reparti. Et c'est vrai dans le logement social ou dans ce qu'on appelle les grandes copros dégradées, par exemple le Chêne Pointu, où a été tourné le film de Lajli à Clichy-sous-Bois. Mais la question que vous posez, c'est le point que évoquait Mohamed Meshmash tout à l'heure. En fait, moi je crois que dans beaucoup de ces quartiers, on a encore des zones qui représentent un ascenseur social dans notre République. Et on ne le dit jamais, alors que c'est une réalité. Sauf que à chaque fois qu'une personne bénéficie d'un ascenseur social dans un de ces quartiers, qu'est-ce qu'on fait collégialement, au premier rang desquels l'État? C'est qu'on y remet une personne en difficulté. Prenez dans le logement social ce qu'on appelle les réservations. C'est-à-dire quand vous prenez un logement social, le préfet, donc l'État, il compose en moyenne à peu près 30% des gens qui vont aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, État, à chaque fois, on met les personnes qui sont dans la plus grande difficulté, qu'on remet dans les quartiers qui connaissent les difficultés. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et donc, une forme d'épuisement pour tous après. Parce que vous avez réussi à faire sortir quelqu'un d'une difficulté dans laquelle il était, et puis au lieu d'y remettre, par exemple, un salarié, par exemple, quelqu'un qui va donner d'autres potentialités aussi à ce territoire, y compris nous, État, on y remet les personnes en plus grande difficulté. Et donc, c'est la même chose quand vous rénovez. Quand vous rénovez, c'est pas vrai qu'on ne reconstruit pas autant de logements sociaux, mais par contre, on va les reconstruire pas forcément dans le quartier. Et c'est pas les mêmes catégories de logement social, oui. C'est du logement social plus cher qui est inaccessible aux mêmes populations. Mais en fait, ma solution de facilité, c'est clairement de dire, c'est pas grave, on reconstruit pareil. Mais en fait, c'est l'éternel recommencement. Vous voyez ce que je veux dire? Si à chaque fois qu'on améliore les situations, que des personnes partent parce que l'ascenseur social a permis, et qu'à chaque fois vous remettez une personne en plus grande détresse, vous avez un véritable problème qui est que, à la fin des fins, l'éternel recommencement se perdure. Mais qu'est-ce qu'on dit à la famille pauvre avec 4 ou 5 enfants? Non, on lui trouve des solutions à chaque fois. On lui trouve une solution, mais par exemple sur le quartier du Franc-Moisin dont je vous parlais, qui est juste à côté du Stade de France, pas loin de Paris, on va leur proposer par exemple des choses dans la Grande Couronne, on va leur proposer des choses plus loin, des choses qui ne les satisfont pas ou voire pas du tout. Alors on a un accompagnement, on a un accompagnement, on fait plusieurs offres de logements et puis on accompagne, il faut trouver les bonnes solutions. Mais encore une fois, je serais démago et surtout, ce serait trop facile de ma part de vous dire, évidemment, il faut reconstruire et toujours mettre les personnes en difficulté dans les mêmes endroits. Ça fait 30 ans qu'on a ce discours. Ça fait 30 ans, c'est même pas qu'on a ce discours, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Moi, je me bats pour faire en sorte que demain, on arrive à déployer dans ces quartiers
pas toujours la même mécanique, c'est-à-dire pas toujours remettre les personnes en plus grande difficulté dedans. Mais c'est un accompagnement qu'il faut faire. Une autre solution, plutôt que de les éloigner encore des centres, c'est ce que vous disiez, Mohamed Mechmach, sur on aimerait bien habiter dans le 17e, nous aussi, c'est finalement de mettre ces populations pauvres dans des quartiers plus riches, de faire la mixité sociale dans l'autre sens. Là, la mixité sociale, aujourd'hui, elle fonctionne uniquement dans un sens, avec une loi SRU qui n'est pas appliquée. C'est précisément mon point. Et je vais vous dire, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a une loi qui a été passée lors du précédent quinquennat qui s'appelle la loi égalité-citoyenneté. Et donc la loi, elle impose exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut mettre des personnes un peu plus riches chez les personnes un peu plus pauvres et des personnes un peu plus pauvres chez les personnes un peu plus riches, dans les deux sens. Ça, c'est la loi, mais dans les faits, concrètement, si on prend par exemple le département des Hauts-de-Seine, on voit à la Garenne-Colombe 12%, Vaucresson 8%, Boulogne-Billancourt 15%, on est tous en dessous. Et c'est pour ça que moi, en dessous du seuil de la loi SRU. Les sanctions qui sont prévues et qui sont plutôt dures et qui ont encore été durcies dans une récente loi ne sont finalement que très peu appliquées. Non, c'est pas vrai. Et ces villes, en tout cas, ça n'effraie pas assez ces villes. Donc la loi aujourd'hui, il y a un constat d'échec, puisqu'il y a un certain nombre de villes en petite couronne qui n'appliquent pas la loi SRU. Non, on se bat, et moi j'en ai fait un marqueur très fort là aussi. La récente loi qui parle des SRU, c'est la loi que j'ai portée qui s'appelle la loi Elan. Je peux vous dire que moi, la loi SRU, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Pourquoi ça ne marche pas alors ? Mais c'est pas que ça ne marche pas. Il y a deux questions différentes. Il y a le fait d'imposer à chacun de construire plus de logements sociaux. C'est ce que dit la loi SRU. Dès qu'un élu ne le fait pas, on lui met des sanctions. Là, par exemple, en ce moment, je suis en cours de discussion sur des communes qui doivent être exemptées. Tous les ans, il y a des communes qui sont exemptées, parfois pour de très bonnes raisons. Tout simplement, il n'y a pas de terrain. Cette année, il n'y aura jamais eu aussi peu de communes exemptées. Pour vous dire à quel point moi je suis hyper ferme. On ne peut pas ne pas respecter la loi SRU. Mais par contre, quand vous ne la respectez pas, à ce moment-là, il faut mettre les sanctions telles que la loi définit. C'est ce que je fais. Et c'est comme ça et uniquement comme ça. Maintenant, on sait bien qu'il y en a certains qui en font un argument politique. Et ça, c'est pas normal. Monsieur Mechmach, vous n'avez pas un argument politique? Non, sur la rénovation urbaine. De toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que la rénovation urbaine était nécessaire. Pour moi, ces habitants, ils étaient en droit de vivre dignement avec des logements dignes. Voilà. Malheureusement, la rénovation urbaine a parlé de l'urbain, mais n'a pas parlé de la question humaine et sociale, qui aurait dû être un élément aussi important. Et ça, c'est quelque chose qui est un marqueur aussi. Pour que, du coup, on nous avait vendu à l'époque que la mixité sociale se ferait. La mixité ne peut pas se faire si, à côté de ça, vous n'apportez pas les écoles dignes, les services publics dignes, la possibilité d'avoir la mobilité, donc le transport. Vous n'allez pas me faire croire que quelqu'un qui vit dans un quartier où il a toutes ses commodités et avec tous ces services publics qui sont dignes, venir dans un quartier où il ne va pas retrouver ça. Donc, de fait, ça, c'est faussé. Ensuite, sur la rénovation urbaine, il y a des choses qui ont été dites et des choses qui n'ont pas été dites. Voilà. C'est-à-dire que les logements n'ont pas été reconstruits à la même taille. Avant, les gens avaient un 100 mètres carrés, ils se retrouvent pour un F5, ils se retrouvent avec un F5, 75 mètres carrés. C'est compliqué. Et encore une fois, ce n'est pas les loyers qui ont bougé, c'est surtout les charges. Et les charges, certains ne peuvent plus payer. On se retrouve aujourd'hui avec des familles qui sont dans la rénovation urbaine très endettées. Parce que ce qu'ils payaient avant et ce qu'ils payent maintenant, c'est plus la même chose. Donc là aussi, je trouve que ça n'a pas été expliqué comme il le fallait, ou ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sur la rénovation urbaine, sont en résistance. Parce qu'il y a eu d'autres expériences qui se sont faites et on a vu les résultats. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement, c'est important. Le fait que certaines personnes ont envie de rester et vivre sur ce quartier, tout le monde n'a pas envie de partir. Certains ont envie de partir, d'autres ont envie de rester. Comment on fait en sorte pour ceux qui ont envie de rester, restent? Et comment on fait en sorte qu'à partir de là, ces classes moyennes aient envie de venir dans ces territoires-là? Et encore une fois, c'est si à côté de ça, on ne met pas en place l'ensemble des choses qui vont avec, personne ne viendra vivre dans ces territoires-là. Et la rénovation urbaine telle qu'elle est, elle est juste aujourd'hui un élément qui peut être un repoussoir plutôt qu'une chance. Et ça devient compliqué. Et il faut, encore une fois, être conscient, je veux dire, de ce qu'on est en train de vivre là, avec ces outils qui sont proposés. Et j'ai juste envie de dire, encore une fois, pour qu'on coupe net, qu'on entend, on n'arrête pas de dire qu'on a mis beaucoup d'argent dans ces quartiers. D'accord? On les a mis, c'était nécessaire. Maintenant, comment ils ont été fléchés, c'est une autre chose. Les bailleurs, aujourd'hui, ils ont amorti les anciens immeubles qu'ils avaient. Pratiquement, les locataires ont payé 3 fois le prix de ces loyers. Donc, ils sont même propriétaires, je dirais. Donc, ils sont en droit aussi, je veux dire. Et ce droit-là, c'est pas, encore une fois, effectivement, d'augmenter
des loyers par des charges qui vont faire en sorte que ces familles ne resteront pas. Il faut trouver les solutions pour que ces familles, s'ils ont envie d'y rester, puissent y rester, mais qui puissent effectivement ne pas être repoussées, malheureusement pour certains. Et certains maires ont fait des choix aussi de se servir de la rénovation urbaine pour faire une forme de clientélisme, c'est-à-dire repousser une certaine population et faire venir une population pour qu'ils puissent être assis à leur prochain mandat, quoi. Il y a un point qui est essentiel dans les propos que vient de dire Mohamed Mechmach, c'est le volet école. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire un projet de rénovation si vous ne rénovez pas une école. C'est insensé. C'est-à-dire que si on dit simplement à nos concitoyens, regardez, on va rénover le logement, mais que derrière l'école, le service public, parfois, et même malheureusement souvent les médecins, regardez dans combien de quartiers vous n'avez pas de pédiatre. Le seul pédiatre qu'il y a, c'est la PMI. Dans combien de quartiers, Clichy-sous-Bois, vous avez un distributeur de billets, pas deux, un. C'est une ville de... Et on n'a plus de banque. C'est une ville de 30 000 habitants. C'est dingue. Comment vous faites? Évidemment que c'est... Et donc, la rénovation, c'est toute la politique pour remettre en place les services, de faire en sorte que le service public revienne dans ces quartiers. Et moi, je l'assume, pendant des années et des années, on a eu des politiques publiques vis-à-vis de ces quartiers qui étaient discriminantes. Pourquoi aujourd'hui on met le paquet sur l'éducation nationale? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que malheureusement c'était dans ces quartiers souvent les parents pauvres. Et donc des choses très concrètes. Il n'y a pas un projet de rénovation urbaine que je fais aujourd'hui qui ne comporte pas des écoles. Depuis 2 ans et demi, c'est 180 écoles qui sont en cours de rénovation. Voilà, c'est ça du très concret, mais ça doit être sur l'école, sur la médecine, sur les services publics. Alors, services publics et rénovation d'écoles, je vais vous lire une liste dramatique, mais au moins elle aura le mérite d'être lue. Le 21 septembre, il y a une directrice d'école de Pantin qui s'appelle Christine Renon qui a mis fin à ses jours dans l'enceinte de son établissement. Lundi dernier, c'est Madina, une lycéenne de Villemomble, qui a tenté de s'immoler par le feu au milieu de ses camarades. La veille, c'était un jeune homme qui s'appelle Djadjé, un lycéen d'Aubervilliers, qui décédait quelques jours après avoir été poignardé en bas de chez lui. Depuis, ses professeurs ont raconté que Djadjé était un décrocheur scolaire et qu'il n'avait pas pu être rattrapé par l'institution. Ce type de témoignage, les acteurs du monde scolaire les livrent à longueur de temps. Ils parlent de l'urgence qui est la leur. Ils alertent depuis des années et des années avec une question assez simple. Combien de drames de ce type faudra-t-il pour qu'ils soient enfin écoutés? Non, mais bon, on parle de drames d'une violence absolue avec des personnes qui mettent fin à leur jour et qui sont dans des moments de détresse totale. Évidemment que tous ces drames sont des drames qui n'auraient jamais dû arriver. Aujourd'hui, et je crois que les propos que j'ai tenus juste avant votre question le montrent bien qu'en rien je minimise la dureté du travail dans un certain nombre de ces quartiers quand vous êtes prof, quand vous êtes directeur d'établissement ou autre. Et je crois justement que depuis 2 ans et demi, le gouvernement et Jean-Michel Blanquer, avec qui je travaille main dans la main sur ces sujets, on essaye de renforcer considérablement le volet scolaire, accompagnement, et que ce soit des élèves, des familles ou du personnel enseignant. C'est la rénovation des écoles que j'évoquais, c'est le dédoublement des classes que j'évoquais, c'est l'ensemble des mesures qu'on a prises spécifiquement pour la Seine-Saint-Denis et notamment dans les écoles en Seine-Saint-Denis qu'on a annoncé avec le Premier ministre il y a quelque temps. C'est tout ça qu'il faut faire, c'est tout ça qu'il faut faire. En revanche, il y a un point qui, à mes yeux, me paraît essentiel. Vous savez, souvent, ou trop souvent, vous avez des personnes qui disent la République a abandonné ses quartiers. Précisément, ces profs dont on parle, ils sont le témoin vivant que la République n'a pas abandonné ses quartiers. Ces profs ont un boulot parfois très difficile, totalement admirable, totalement admirable. En revanche, ils sont confrontés à des difficultés que nous, gouvernement, qui ne datent pas de 2 ans, qui datent malheureusement depuis beaucoup trop longtemps, et que nous, gouvernement, on doit accompagner le mieux possible. Prenez ce qu'on appelle le taux de rotation des profs en Seine-Saint-Denis. Un prof en Seine-Saint-Denis, il reste 2 fois moins longtemps là-bas que sur le reste du territoire. Et puis généralement, c'est des profs qui sont beaucoup plus jeunes que sur le reste du territoire.
Mais ça nous oblige, ça nous interpelle. Ça montre qu'effectivement, il fallait faire des choses différemment. C'est ce qu'on a fait sur le plan Seine-Saint-Denis, en accompagnant les profs dans leur quotidien au jour le jour, et puis en acceptant aussi le fait de leur dire, y compris en termes de rémunération, vous serez mieux accompagnés. Parce que ce n'est pas ça qui fait l'engagement du prof. Mais enfin, c'est important aussi de reconnaître la difficulté parfois du quotidien. Donc, c'est très difficile de répondre à une question qui met en avant de tels drames. Moi, ce que je veux dire, c'est que ces drames, ce gouvernement, il en a pleinement conscience. C'est évidemment à chaque fois des histoires tragiques. Ça fait 2 ans et demi qu'on a fait de cette politique de réussite républicaine le cœur de notre politique, et elle est fondée sur l'éducation, l'accompagnement, l'école. Voilà, c'est ce qu'on fait. Maintenant, effectivement, ça fait des années que cela aurait dû faire. Monsieur Mechmach, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question de la cité éducative, c'est une bonne chose. Encore une fois, si l'ensemble des acteurs et l'articulation se fait, l'école devrait être un peu plus ouverte. Ce qu'on expliquait, hein, on a fait des propositions à ce sujet-là. Créer une maison des parents à l'intérieur de ces établissements est nécessaire pour recréer du lien entre les parents et les enseignants. Permettre effectivement à ce que les enseignants les plus expérimentés restent et qu'on ne sorte pas les jeunes qui sortent de l'enseignement, c'est-à-dire les tout nouveaux arrivent dans ces territoires-là. Peut-être qu'on explique ce que c'est qu'une cité éducative. Je ne sais pas si... Vous pourrez l'expliquer, monsieur le ministre, pour expliquer ce que c'est que la cité éducative. Moi, en tout cas, j'ai travaillé et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner, et c'est une des solutions, à une condition, c'est qu'on joue vraiment le jeu, et y compris qu'on permet à des mamans voilées de pouvoir y rentrer. Parce qu'on peut, c'est aussi un facteur nécessaire, sachant qu'aujourd'hui, c'était aussi un sujet. Donc ça, c'est pour revenir là-dessus. Porté par le ministre de l'Éducation nationale, notamment. Porté par le ministre de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui, effectivement, sur ce sujet-là. Donc pour moi, ça, c'est effectivement un élément important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'y est pas parce que dans ces établissements, en plein milieu de ces quartiers populaires, lorsqu'un professeur est absent, il n'est pas remplacé pendant 6 mois. Ça veut dire que dès le départ, on sait très bien que ceux qui sont dans ces écoles-là ou dans ces classes-là vont partir vont partir sans maître derrière les autres, et ainsi de suite. La différence, c'est que ailleurs, dans d'autres établissements où malheureusement on n'a pas les mêmes services, quand un prof est absent, il est remplacé le lendemain. Et ça, c'est une vraie souffrance. Mais c'est une vraie souffrance pour tout le monde. Et ce qui m'attriste, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on en est à passer à des actes pour créer ce cri d'alarme. Je me dis quel dommage, parce que moi, je vais vous dire honnêtement, je suis fatigué de tout ça. Fatigué d'avoir alerté pendant des années. Fatigué d'avoir, ne serait-ce qu'avec Assez le Feu, fait 130 propositions sur des cahiers de doléances, dont aujourd'hui je retrouve tout simplement les conséquences, alors qu'on était en train de pointer des réponses et des solutions. Marre de ne pas être entendu, marre d'être vu comme tout simplement pas des gens qui ont une expertise et qui sont aussi en capacité de régler le problème. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est qu'on soit considérés comme les autres, pas comme des autres à part. Et malheureusement, on continue à nous traiter comme une forme d'exception. Ça, vous ne pouvez pas dire, Mohamed Mechmach. Franchement, vous ne pouvez pas dire votre cri d'alarme. Je pense que... Je vous assure, monsieur le ministre, que... Non, mais vous ne pouvez pas dire que ça fait 2 ans et demi que... Je suis en train de parler de 30 ans, je suis en train de parler de 2 ans et demi. Moi, je fais un état des lieux de mon combat à moi. C'est-à-dire que avant que vous soyez là... La prise de conscience, je pense si elle y est, tant mieux. Si ça peut... Voilà, ce que je veux dire... prise de conscience, c'est surtout... Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a les mots pour séduire et les actes pour convaincre. Oui, mais enfin, les actes, aujourd'hui, on n'est pas trop... J'ai commencé par dire que les sites éducatifs étaient quelque chose d'intéressant et de bien. Donc ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que depuis 2 ans et demi, les choses ne sont pas bien faites. Moi, je vous parle du fait qu'aujourd'hui, si on est en train de débattre, c'est que je me dis que s'il y a 15 ans en arrière, on avait entendu, s'il y a 15 ans en arrière, les choses auraient été prises en compte, si 15 ans en arrière, notre expertise, notre expérience, notamment sur la rénovation urbaine, sur tout le reste, nous aurait permis d'avancer, nous aurait pas permis de reculer, d'avancer. En tout cas, moi, pour moi qui est un militant qui milite depuis 20-25 ans, je vous dis honnêtement, je suis un peu blasé, quoi. Parce que j'ai le sentiment que je me retrouve à chaque gouvernement dans des discussions où j'ai le sentiment de répéter la même chose. D'être invité sur des plateaux pour parler des violences policières avec les mêmes syndicats de police avec qui j'étais déjà en train de débattre, ainsi de suite. De discuter avec des ministres sur des mêmes sujets. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que si nous, qui sommes pratiquement le dernier rempart, avec qui on peut encore dialoguer, on n'est plus entendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
comment ceux qui arrivent derrière, la 4e génération, peuvent être crédibles. Parce que, y compris nous, quand on commence à discuter avec eux, ils nous disent « Mais on vous a vu, vous avez essayé de faire, vous n'avez pas été entendu. Donc, comment vous voulez que nous, on puisse y croire ?» Donc, voilà ce que je voulais, j'avais envie de dire. Mais moi, pardon, mais juste sur un point, parce que, hyper rapidement, mais encore une fois, on peut nous reprocher plein de choses, etc. Mais enfin, ce gouvernement, il est ni dans le constat, ni dans une forme de prise de conscience, comme on emploie les mots. Ça fait 2 ans et demi qu'on mouille la chemise, mais le plus possible, de très tôt le matin, très tard le soir, pour améliorer la situation. Parce que Mohamed Mechmash a raison. Le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, il date de 2013. Il y a plein de choses du rapport qui datent de 2013, qui auraient dû être mis avant et qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Malheureusement, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je voudrais surtout ne jamais donner le sentiment qu'il y a une forme d'abandon. Parce que je crois que ce sentiment, si jamais il était diffusé, il conduit d'autres comportements, y compris de nos extrêmes dans les champs politiques, qui sont des comportements qui, là, pour le coup, amèneraient à ces abandons. J'en veux pour preuve juste une chose. Je viens de présenter le budget du ministère de la Ville. Jamais un budget a été aussi en augmentation sur la politique de la ville, notamment en faisant en sorte d'accompagner, par exemple, les associations, en particulier les associations de petite taille. J'ai des amendements du Rassemblement national qui disent qu'il faut mettre tout ça à 0. Justement, voilà. On va parler précisément de cette question. Mais ça, je voudrais revenir là-dessus. Là-dessus, vous nous avez entendus, et tant mieux. Vous l'avez fait. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez commencé à, effectivement, initier peut-être un fonds d'initiative citoyenne qui permettrait d'accompagner les petites associations. Voilà. Et encore une fois, moi, je fais d'un constat qui part d'il y a ces 30 dernières années à maintenant. Que les choses avancent et qu'il y ait une prise de conscience, oui, tant mieux, et j'en suis conscient. Sinon, je ne serais pas assis autour d'une table à essayer d'avancer, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité. Et on veut bien la prendre, à une condition, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand on puisse participer, que cette prise de conscience soit faite. Alors, si ce déclic et cet électrochoc permet de faire en sorte que votre gouvernement avance sur certains sujets, tant mieux. Sur d'autres, il faut aussi entendre qu'il y a des choses qui bloquent des fois et que les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Mais en termes de communication, je pense que vous aussi, de votre côté, s'il y a des choses qui se font, vous devez aussi communiquer là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est très mal perçu. Une question précise sur la question des associations. Si on reprend le rapport Borloo, vous nous avez dit au début de l'émission, on a finalement repris la quasi-intégralité du rapport Borloo. Dans le rapport Borloo, il y a un des programmes sur l'importance des associations, où il est écrit « Que seraient les quartiers sans les 100 000 associations et le million de bénévoles qui y font vivre une solidarité exemplaire ?» Il y a une proposition qui est une proposition d'emploi franc associatif. Jean-Louis Borloo en proposait 10 000. Donc des emplois qui bénéficieraient d'une subvention doublée de 6 000 € par an pour un CDD de 3 ans, 10 000 € pour un CDI pendant 5 ans. En février 2019, donc grand débat national, Emmanuel Macron parle, vous étiez là, au maire de banlieue, à Évry-Courcouronnes, et il dit « C'est une mesure dont la philosophie est bonne ». Il dit, sur la question des emplois francs associatifs, vous avez ouvert cette piste, je suis prêt à ce qu'on la regarde. Près d'un an plus tard, où est-ce qu'on en est sur cette question ? Les emplois francs qu'on a lancés sont ouverts aujourd'hui aux associations. Combien d'emplois francs ont été signés par les associations ? On a environ 15 000 emplois francs signés. Au début, la dernière fois où j'ai demandé la part justement réservée aux entreprises et réservée aux associations, mais c'était, je vous le confesse, il y a au moins 6 mois, on me disait que c'était à peu près moitié-moitié. C'était avant qu'on accélère significativement la disposition des emplois francs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a des emplois francs. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes montants. C'est ce que j'allais dire. L'association n'a pas plus de subventions que l'entreprise. C'est une association emploi un jeune en CDI, elle a 5 000 € par an pendant 3 ans. Donc c'est 2 fois moins que ce que préconisait le rapport Borloo. Attendez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les emplois francs associatifs tels qu'on le recommandait Jean-Louis Borloo, on l'a fait, s'appellent les emplois francs ouverts aux associations. Premier point. Deuxième point. Pardon, mais on ne peut pas dire texto. On l'a fait, puisque ce n'est pas la forme associative spécifique que préconisait Jean-Louis Borloo, d'une part, et d'autre part, c'est 2 fois moins que le montant qui était préconisé. Attendez, vous pouvez après ne pas être d'accord sur le montant. La question, c'est parce que je suis d'accord ou pas. La question, c'est est-ce que ça correspond au programme du rapport Borloo. Mais pas vous. Mais le rapport Borloo, il dit qu'il faut faire des emplois francs associatifs. Ce que je vous dis, c'est qu'on a mis en place des emplois francs associatifs. La réponse, c'est de dire que les emplois francs existaient, ils sont ouverts aux associations. Non. Les emplois francs, ils existaient avant. Enfin, on ne va pas faire un débat là-dessus. Les emplois.
Jean-Louis Borloo dit il faut ouvrir des emplois francs aux associations. On a ouvert des emplois francs aux associations. Il disait qu'il fallait mettre plus d'argent qu'on en a mis. On a fait le choix de mettre l'argent qu'on a décidé, c'est-à-dire 5 000 € par an pendant 3 ans. Premier point. Deuxième point, et ce qui là n'est pas dans le rapport Borloo, on dit vous avez un autre sujet, parce que les emplois francs associatifs, c'est des emplois francs pour des associations de grande taille en vrai. Et donc moi, mon sujet, c'est pas les associations, c'est évidemment les associations de grande taille, mais c'est les associations de petite taille aussi, parce que les oubliés de toutes nos politiques, c'était les associations de petite taille. Un exemple aberrant, et je suis le Premier ministre de la ville à y mettre fin. Aujourd'hui, quand vous êtes une association qui demande 500 € de subvention, on vous demande le même dossier qu'une association qui demande 500 000 €. On vous demande le même reporting, qui est un dossier de 40 pages. Vous ne croyez pas qu'on pourrait demander un dossier simplifié, faire des contrats sur 3 ans, et puis peut-être utiliser les nouvelles technologies du XXIe siècle pour ne pas avoir à demander à une association où en fait on a oublié que les gens étaient des bénévoles, leur imposer 40 pages à remplir. Et donc ça, cette réforme pour accompagner les associations de petite taille, qui n'était pas d'ailleurs dans le rapport, qui par contre était dans la feuille de route que j'ai présentée, on l'a mise en œuvre depuis le mois de juin dernier. Dès cette année, on va par exemple pour un tiers des 8 000 associations que je finance moi, un tiers des 8 000, on va leur donner des financements sur 3 ans, avec des dossiers simplifiés. Et puis on va même aller plus loin, on va leur dire, on augmente ce qu'on appelle les adultes relais, qui sont souvent des postes utilisés par les associations de petite taille. Voilà, c'est tout ça qu'on fait. Moi, j'attire l'attention sur une chose, c'est que pendant des années, dans nos quartiers, parfois par frilosité, parce qu'on s'est dit c'est difficile à contrôler, on a empêché les associations de petite taille de travailler. Les associations de petite taille, quand elles ne travaillaient plus, leur place a été prise par d'autres. Et je ne vous fais pas de dessin là-dessus. Et leurs subventions ont été baissées pour un certain nombre d'entre elles. Non, c'est faux. Non. Moi, je peux vous dire, je me suis battu. Il n'y a pas uniquement des subventions du gouvernement, M. de Normandie. Ah oui, d'accord. Mais je ne suis pas responsable de... d'accord, mais je peux pas être responsable. Il y a un certain nombre de communes, notamment des quartiers populaires, qui disent les dotations de l'État ont baissé, on le répercute sur notre budget, et on le baisse. C'est faux. Il y a un certain nombre de villes qui ont baissé de 6, 10, 15% les subventions. Sauf qu'il y a 2 points qui sont faux. Le premier point moi, le budget, je me suis battu, j'ai même pris un engagement en 2017 que j'ai tenu, c'est que le budget des assos, notamment dans les quartiers, il ne baisse pas, il augmente. Sur les dotations aux collectivités, vous dites que ça n'a pas baissé ? Et deuxième élément, les dotations aux collectivités locales, contrairement à ce qui est dit partout, les dotations aux collectivités locales, on est le premier gouvernement à faire en sorte qu'elles ne baissent pas. Alors après, il y a une difficulté, c'est que ça veut dire que nous, gouvernement, dans la ligne budgétaire, pour toutes les collectivités, on dit elle ne baissera pas. Okay. Après, vous avez des répartitions entre les communes les fonds de péréquation, etc. Les fonds de péréquation, etc. Et là, vous pouvez, parce que ici, dans une commune, vous avez eu plus d'habitants ici que là-bas, vous pouvez avoir certaines communes qui ont vu leur dotation augmenter et d'autres qui l'auront vu diminuer. Mais au global, c'est la première fois, ça va être la 3e fois maintenant, où le budget global de ces dotations ne diminue pas. Juste rapidement, une chose peut-être sur cette question. Nous, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est des associations qui disent finalement on est un peu asphyxié, nos subventions pour beaucoup ont baissé, on n'a plus la possibilité de prendre des emplois aidés, ce qui existait, en tout cas ça a été réduit. On a l'impression d'une asphyxie à la fois des collectivités mais surtout des associations. Est-ce que vous le ressentez aussi ? Alors, moi j'ai envie de dire, il y a ceux qui vivent dans les quartiers et qui n'en vivent pas. Je parle des petites associations qui sont constamment là. Exactement. C'est elles qui éteignent, c'est les pompiers de service. Et vous ressentez qu'elles souffrent actuellement ? Elles souffrent actuellement, bien sûr. Et puis il y a ceux qui ne vivent pas dans les quartiers qui en vivent. On a toutes des grosses structures associatives qui, clairement, au nom de... faudrait qu'on arrête que les quartiers soient un fonds de commerce pour certaines grandes structures associatives et ainsi de suite. Voilà, je le dis parce que c'est une réalité. Les petites associations dont parle le ministre, c'est elles qui continuent à garder le lien. Si aujourd'hui on ne les soutient pas, croyez-moi qu'effectivement, la nature aura du vide. Le souci, c'est que sur les emplois francs, ces petites associations n'auront jamais la possibilité de pouvoir de bénéficier. C'est pour ça que je trouve dommage qu'en fait, on n'ait pas gardé les emplois aidés pour ces petites associations. Parce que je peux comprendre qu'à un moment ou à un autre, il y en a qui en ont abusé. C'est-à-dire qu'en gros, les emplois aidés, on avait aujourd'hui beaucoup de centres administratifs, des mairies ou ainsi de suite, qui utilisaient les emplois aidés, qui derrière ne finalisaient pas par un contrat final. Et du coup, il y en a qui en ont abusé. Mais les petites associations, à elles en avaient besoin. Elles en avaient extrêmement besoin. Que ce soit dans le monde sportif, au niveau de la culture, que ce soit des associations sur le monde qui travaillent autour du soutien scolaire ou ce que vous voulez, ainsi de suite. On en a besoin. Moi, ma propre structure, on a arrêté de pouvoir développer ce qu'on voulait faire parce qu'à partir du moment où on n'avait plus ces emplois aidés, ça devenait un manque à gagner. C'est-à-dire que le côté pécunier, c'est pas que des subventions. Cette aide
était une manière de subventionner une association qui crée du lien. Et ça, je trouve dommageable. La question des emplois francs, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est pour lutter contre cette forme de discrimination. Parce qu'en fait, c'est bien ça qu'il s'agit. Je veux dire, je ne suis pas persuadé, et les emplois francs, tant mieux si ça peut permettre d'avoir un levier, mais je ne suis pas certain qu'on est en train de toucher vraiment au cœur du sujet, la question de la discrimination, qui clairement est ce sujet-là, qui fait en sorte qu'à un moment ou l'autre, on est obligé d'inventer des leviers pour pouvoir essayer de contourner le vrai problème. Et ça, il va falloir qu'on s'y attaque sérieusement, parce que je crois qu'on aurait une partie de la réponse aussi. Mais je suis totalement convaincu. Ce qui va nous permettre de vous poser la dernière question qui est précisément sur l'emploi et la discrimination à l'embauche. Vous parliez de politiques qui sont menées depuis 30 ans. Alors là, on est typiquement devant un cas de vieux serpent de mer, c'est-à-dire que vous avez lancé en 2019 un testing sur les discriminations à l'embauche. Sur 40 entreprises. Sur 40 entreprises. En octobre 2015, Manuel Valls avait déjà annoncé le lancement d'un testing massif qui déjà avait un peu laissé pantois tout le monde en disant mais en fait je pense que tout le monde est OK sur le fait qu'il y a de la discrimination à l'embauche depuis des années. Bon, maintenant qu'on a fait tous les testings possibles et imaginables sur le sujet, que tout le monde est d'accord pour dire c'est une réalité, on fait quoi? Alors, il y a deux choses. Déjà, le sujet, il est fondamental et même, je vais vous dire, moi je le relie à un autre sujet fondamental dont on a parlé tout à l'heure qui est le communautarisme. Si vous voulez lutter avec efficacité contre le communautarisme, je peux vous dire que dans une république, vous avez intérêt à lutter aussi avec efficacité contre la discrimination. Cette intention, tout le monde est d'accord là-dessus. Et sur la question du constat, vraiment, pour rebondir à ce que disait Hélène, moi en novembre 2015, début novembre, j'interviewais Manuel Valls qui était Premier ministre et il me parlait des testings contre la discrimination à l'embauche et je lui disais expressément... Ça ne sera pas suffisant. Non, même pas. Je lui disais, mais on le sait déjà, il y a déjà eu des testings. Alors, comment en décembre 2019, on en a encore à parler de testing? Pourquoi c'est important? Parce que le testing, c'est pas le fait de réaliser que notre pays est discriminant. La discrimination, elle est là, elle existe. On dit qu'en moyenne, vous êtes un jeune... En haut à gauche, vous avez tout pareil qu'un autre, mais en haut à gauche, vous avez l'adresse d'un quartier, vous n'avez pas la bonne couleur de peau, vous n'avez pas le bon nom pour votre employeur, vous avez 2,5 fois moins de chances d'avoir l'entretien d'embauche, pas le job, l'entretien. Mais pourquoi ils sont importants ces testings? Parce qu'à chaque fois qu'on fait ces testings, après, ce n'est pas nous qui récupérons une information en disant telle et telle entreprise, elle est discriminante. C'est nous qui convoquons l'entreprise, qui travaillons avec l'entreprise, qui lui imposons des plans de lutte contre ces discriminations. Vous allez rendre public les résultats? Alors, c'est une question. Je n'ai pas tranché encore. Pour des raisons qui sont des raisons aussi de méthodologie de ces testings. C'est très dur d'avoir des méthodologies qui soient extrêmement, comment dirais-je, qu'on puisse nous opposer, qu'on puisse critiquer. Parce que, en fait, moi, c'est le plus grand testing jamais réalisé. C'est-à-dire qu'on a fait partir des milliers de lettres. D'un côté, un CV d'une personne issue de la diversité, de l'autre côté, un CV qui avait les mêmes caractéristiques, mais une personne non issue de la diversité. Bon, ce qui est compliqué, c'est d'en faire des certitudes. Je passe. Ce que je veux dire par là, c'est que, les testings, ils sont nécessaires parce que ça permet ensuite, avec les entreprises pour lesquelles on a un soupçon de discrimination, de les réunir et de leur dire, maintenant les amis, comment on fait? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que beaucoup dans ces entreprises qui sont discriminantes ou avec un soupçon de discrimination, en fait, ne s'en rendent juste pas du tout compte. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique volontariste de leur part. Ils ne s'en rendent pas compte. Et deuxième élément, et c'est ça sur ce quoi je voudrais insister, c'est que cette discrimination, elle est mortifère dans notre pays. Et pour lutter contre cette discrimination, moi je pense que le principal élément essentiel, c'est la question du réseau. Créer un réseau, ce n'est pas un gros mot. Le réseau, c'est de faire en sorte que les jeunes de nos quartiers qui ne demandent pas l'aumône, qui demandent juste d'avoir les mêmes chances de réussite, ils puissent être mis en relation avec des entreprises qui aujourd'hui, de plus en plus, cherchent à diversifier leurs talents, comme le dit l'expression consacrée. Regardez ce qu'on a fait sur les stages de troisième. Stage de troisième, et moi je mets le défi, mais je pense, Bondi Bloc peut-être pas, parce que vous avez des réseaux qui sont très appuyés, évidemment, dans les quartiers. Mais Mediapart, je pose la question, par exemple. Et le ministère, moi j'ai changé les choses, parce que ce n'était pas le cas. Prenez les stagiaires de troisième. C'est qui les stagiaires de troisième? C'est les neveux et nièces des personnes qui sont employées dans les structures, et c'est jamais un jeune d'un quartier. Et d'ailleurs, dans les quartiers, les stages de troisième, on appelle ça les stages kebab. Concrètement, sur le moment de l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le CV anonyme? Est-ce qu'on fait des quotas? Est-ce qu'on oblige? Moi, je pense parce que la question du réseau, elle va prendre 25 ans finalement. Non, c'est pas vrai. Non, par exemple, le réseau dans les stages de troisième, on l'a créé l'année dernière. Ça marche.
Ça marche hyper bien même. Mais sur les entreprises, on a créé une initiative qui s'appelle le Pacte, avec un Q pour quartier. Ce pacte, c'est la création de ce réseau-là. On a créé des plateformes comme celle de Saïd Amouche qui s'appelle « Diversifier vos talents ». Et donc moi, au final, je dis discrimination, c'est quelque chose qui est inacceptable dans notre société. Et si on veut lutter efficacement contre le communautarisme, il faut qu'on ait la lucidité de lutter aussi efficacement contre la discrimination. C'est les testings, l'accompagnement, le réseau. Monsieur Meshmach, pour un mot de conclusion. Pour un mot de conclusion, les stages, effectivement, ça a permis effectivement de permettre à des gamins qui clairement n'avaient pas la possibilité d'aller dans des entreprises diètes. Ça, c'est vrai, on ne va pas le nier, ainsi de suite. Sur la question des discriminations, encore une fois, moi je pense que il faut qu'on aille plus loin. Déjà on avait déjà réclamé, nous, à l'époque, de faire une campagne publicitaire avec des spots. Voilà, comme des campagnes sur la question routière, ou ainsi de suite. Ça n'a jamais été pris en compte, alors que c'est peut-être aussi, et ça peut permettre, effectivement, pour ceux qui aujourd'hui peuvent discriminer sans s'en rendre compte, qu'ils sont passibles de la loi, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais l'image est parlante. Ce qu'on disait, ce qu'on dénonce depuis 15-20 ans, là, je l'ai fait en un film, en expliquant, voilà, quelque chose. Donc, je suis persuadé que mettre en place des spots publicitaires sur la question des discriminations et de dire que c'est passible par la loi et que ça devient, et qu'on peut être effectivement condamné par ça, peut aussi à un moment ou autre susciter, par ces spots publicitaires, le fait de changer un peu de comportement et de prendre conscience. Ça, c'est aussi un outil qui peut être envisageable et je pense que c'est dans vos prérogatives. Il y a par exemple une loi là, qui va bientôt passer, qui est la loi sur l'audiovisuel. Moi, je mets le débat, je ne dis pas qu'on le fera, mais je pose le débat et j'en parle avec mon collègue de la culture. Le CSA, il s'avère qu'il publie des statistiques sur la diversité sur les chaînes de télévision. J'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à aller voir ces statistiques. C'est effrayant. Enfin, ceci dit, là, on vous donne un exemple concret qui pourrait être mis en place, on n'imagine de façon pas très compliquée non plus, des spots publicitaires pour inciter et sensibiliser à cette question et surtout pour expliquer aux gens qui, de bonne foi, peut-être ne se rendent pas compte qu'ils discriminent des populations entières, de s'en rendre compte. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, pourquoi pas ? Moi, je crois beaucoup dans cet aspect-là à une communication ciblée, c'est-à-dire pas forcément un spot. Je pense qu'il y a une question de l'image que renvoient les quartiers, de manière générale. Et là, c'est pas un incompatible, sujet, je veux dire. C'est pas incompatible. Il faut faire les deux. C'est ça plus que on mettra les moyens, plus on mettra. Mais tant mieux. Et puis j'ai cru comprendre que la directrice de France 2 a décidé de jouer le jeu en mettant 50-50 de forme de diversité. Donc c'est des mots. On le verra à l'image. Parce qu'à un moment où on verra effectivement à l'image des gens un peu plus représentatifs de ce qu'est aujourd'hui la France, elle est multiculture, je veux dire, tant mieux. C'est, encore une fois, c'est ça qui permettra qu'on avance. Ça, je suis persuadé. Pour moi, le sujet de l'image des quartiers est là aussi un serpent de mer sur lequel on essaye de travailler depuis 20 ans et on n'a pas encore trouvé la martingale. Donc moi, je pense qu'il faut affronter aussi ce sujet à bras-le-corps. On a par exemple la loi audiovisuelle qui peut nous donner un vecteur pour le faire. Et puis après, il y a accompagner chacune des structures, y compris côté de l'État. L'État a signé ce qu'on appelle les chartes de la diversité. Toutes les administrations aujourd'hui ne sont pas signatrices de ces chartes. C'est pas normal. Donc moi, je me bats pour d'abord que l'État, il nettoie de son côté les mauvais comportements et de faire en sorte qu'ensuite, par cette exemplarité, on puisse aussi le diffuser à toutes les autres. Je vais vous redonner le rapport. Merci, cher Mohamed Meshmach. D'accord. Voilà, qui a 30 propositions. Essayez de remettre au cœur des politiques publiques le citoyen, qui a un rôle essentiel à jouer. Et on suivra si vous les suivez à la lettre. Merci à vous trois pour ces échanges. Merci à vous d'avoir suivi ce débat et à bientôt sur Mediapart.